Bonjour et bienvenue dans Actuel, le magazine de France 24 consacré à l'actualité des femmes. Cette semaine, on va s'intéresser au harcèlement en politique. En France, plusieurs femmes accusent Denis Baupin de harcèlement ou d'agression sexuelle. Des accusations qui font écho au comportement de nombreux hommes dans un secteur encore largement masculin. On parlera aussi des Jeux Olympiques. Une équipe de migrants est invitée pour la première fois de l'histoire à participer à la compétition à Rio. Yousra Mardini, une jeune nageuse syrienne, espère en être. Et puis on va évoquer avec Ingrid Terwat de Courrier International ces couples de riches chinois qui ont recours à des mères porteuses au Japon. Un nouveau scandale ébranle la classe politique française. Plusieurs femmes affirment avoir été victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle de la part de Denis Baupin. Des gestes déplacés, des propositions indécentes. S'ils étaient avérés, les faits seraient pour la plupart prescrits, mais le ministère public a tout de même ouvert une enquête préliminaire. Denis Baupin affirme, lui, que ces accusations sont fausses. Il a décidé de poursuivre en diffamation Mediapart et France Inter, qui ont publié l'affaire. Quelle qu'en soit l'issue, ce scandale met en lumière un milieu qui reste encore très machiste. Nombreuses sont les femmes engagées en politique qui évoquent des comportements ou des propos déplacés. Écoutez le témoignage d'une jeune élue Les Républicains, c'est Aurore Berger. J'étais en conseil d'agglomération à Saint-Quentin-en-Yvelines, donc dans mon département, et je suis accueillie par un collègue, quand je te vois Aurore, j'ai envie de te faire une Baupin. Et puis un autre collègue surenchérit en faisant un jeu de mots sur mon nom de famille et en disant quand je te vois Aurore, j'ai le bâton de berger. Une métaphore assez imagée et parlante. J'aurais dû leur dire stop, j'aurais dû les remettre à leur place immédiatement, et je le fais pas. Et c'est vrai que le premier réflexe, et je m'en suis rendu compte après, c'est que je me suis couverte, c'est-à-dire j'ai mis mes bras comme ça, comme si c'était moi qui étais en fait en tort, en cause, alors qu'en fait non, c'est pas une exception hier soir. Hier soir, c'est la norme. À chaque réunion politique, vous entendez ce genre de propos? Mais oui, sur moi ou sur d'autres. C'est des femmes qu'on va critiquer sur leur physique, c'est des femmes qui parfois ont des comportements durs et qui vont devenir des pisse-vinaigre ou des mal baisés dans la bouche des hommes, et même parfois dans la bouche des femmes. Le vrai harcèlement sexuel, vous l'avez aussi rencontré? Le harcèlement, ça existe. C'est-à-dire, c'est des messages insistants que vous allez recevoir et qui vous plaisent. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé et ça vous place dans une situation très inconfortable. Encore une fois, est-ce que c'est moi qui ai provoqué ce comportement chez lui? Est-ce que je peux en parler? Et à qui je peux me confier sur ces sujets-là? Et là, vous manquez cruellement d'interlocuteurs. Mais pourquoi tout simplement ne pas l'envoyer promener? Parce que c'est difficile, en fait, de rejeter. Quand vous êtes dans cette situation, vous êtes dans une situation qui n'est pas égalitaire. La personne qui envoie ces messages-là, ou qui a ces comportements déplacés, a souvent un ascendant de notoriété, d'antériorité, et donc du coup... Ou d'âge. Ou d'âge, tout simplement. Et donc quand vous devez dire non parce que vous dites non, vous faites 1001 circonvolutions en disant « comment je fais pour dire non ?» sans que pour autant demain, il me blacklist, qu'il dise sur moi des choses qui sont fausses. Moi, je me suis engagée en politique très jeune. J'avais 16 ans et j'étais responsable des jeunes de mon département à 18 ans. Mais à 18 ans, j'avais déjà, a priori, couché avec la terre entière juste pour avoir ce micro-poste. Et c'est extrêmement violent quand vous avez 18 ans d'entendre ça. Je me dis, mon Dieu, et si mes parents l'entendent, si mes amis l'entendent, quelle image ils vont avoir de moi? C'est quoi la solution? Il faut marginaliser ceux qui s'en rendent coupables, parce que non, c'est pas une question de bonne femme, comme le disait un parlementaire hier. C'est un enjeu essentiel de question d'égalité entre les hommes et les femmes, de dignité, et qui doit inspirer l'ensemble de la société, au-delà même du simple jeu politique. Pour la première fois de l'histoire, une équipe constituée de réfugiés participera aux Jeux Olympiques cette année. Et parmi les athlètes pressentis, Yousra Mardini. Cette jeune réfugiée syrienne s'entraîne dur pour être sélectionnée. Elle espère participer aux Jeux Olympiques et rêve d'y décrocher une médaille. Mais au-delà de la compétition, la natation est une passion et elle lui a déjà sauvé la vie. Regardez. Les Jeux Olympiques, un rêve peut être bientôt réalité pour Yousra Mardini. La jeune Syrienne de 18 ans fait partie des athlètes présélectionnés par le Comité international olympique pour former une équipe de réfugiés à Rio. Il y a quelques mois pourtant, elle a échappé au pire. Yousra Mardini nage depuis l'âge de 3 ans. Cette passion lui a sauvé la vie. En août dernier, elle quitte Damas pour fuir la guerre. Avec sa sœur, elle rejoint la Turquie pendant que ses parents gagnent la Jordanie.
Les deux sœurs embarquent sur un bateau pneumatique direction l'île grecque de Lesbos. Pendant la traversée, le moteur casse, l'embarcation est bondée, proche du chavirage. Yousra, sa sœur et 3 autres personnes plongent pour tirer le bateau vers le rivage. Elles vont nager pendant plus de 3 heures. Je suis une athlète, je suis une nageuse. C'est pourquoi je suis vivante et que ces 20 personnes ont survécu à cette traversée. Ça aurait été la honte de se noyer avec tout le monde. Malgré plusieurs arrestations, son courage et sa détermination l'amènent jusqu'en Allemagne, dans ce camp de réfugiés de la banlieue ouest de Berlin. Yousra n'a qu'une obsession, nager. Le club voisin du Spandau lui ouvre son bassin. Depuis, elle s'entraîne 6 heures chaque jour. À l'entraînement, elle est parfaite. Elle fait tout bien. Elle me surprend tout le temps. La natation a accéléré son intégration. Yousra vit dans un appartement avec sa sœur et mène une vie de lycéenne quasi normale. Seule difficulté, Apprendre l'allemand, c'est vraiment très dur. Yousra progresse vite, mais elle est encore loin des temps des podiums. Sa présence parmi les athlètes réfugiés à Rio cet été n'est pas acquise. Qu'importe, la jeune Syrienne est devenue un symbole pour le Comité international olympique. Ce n'est pas important que l'on soit allemand, syrien ou sous la bannière du comité olympique. L'important, c'est d'être dans l'eau. Si ce n'est pas pour Rio, alors ce sera pour Tokyo 2020, croit Yousra. Au-delà de ses performances sportives, elle cherche aussi un objectif qui n'a pas de médaille, rendre leur fierté aux réfugiés pour les inciter comme elle à vivre leurs rêves. Un nouveau phénomène émerge au Japon, celui de couples de riches Chinois qui recrutent des femmes pour porter leur futur enfant. Ingrid Terwat, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Courrier International, notre partenaire pour la presse écrite. Vous avez publié un article du quotidien japonais Mainichi Shimbun qui parle de ce phénomène. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, des riches chinois, c'est un reportage qui se passe dans une clinique près de Tokyo. Et ce que les journalistes japonais ont découvert, c'est l'existence de tout un trafic incroyable, mafieux, d'enfants, nés par gestation pour autrui. Donc, il s'agit de riches chinois, en général proches du Parti communiste chinois, qui, pour des raisons qu'on évoquera tout à l'heure, je pense, décident d'avoir recours à une mère porteuse au Japon. Et donc, ils passent par des intermédiaires, se font faire un enfant, et ensuite, l'enfant, souvent, reste au Japon. Pourquoi il reste au Japon ? Parce que la GPA est interdite en Chine depuis 2001 et que, du coup, il faut adopter cet enfant et que les autorités font traîner les choses. Donc, en plus, il y a des problèmes juridiques. Les enfants restent donc souvent au Japon pendant de nombreuses années. Et à côté de la clinique, il y a une espèce d'école-garderie avec des nourrissons et des petits-enfants qui se retrouvent là dans des espèces d'orphelinats en attendant. Alors justement, vous parliez de ces mères porteuses. Il y a aussi bien des Chinoises qui ont émigré au Japon que des Japonaises. Oui. Malgré tout, vous le signaliez il y a un instant, la GPA est interdite en Chine. Donc, du coup, ça crée les conditions un peu particulières pour ces nouveaux enfants. Exactement. Alors, d'une part, en Chine, c'est interdit depuis 2001. Au Japon, ça n'est pas interdit, c'est réprouvé. Mais sans que ça ait d'incidence réprouvée par les autorités sanitaires. Donc ça n'a pas d'incidence vraiment légale. Il y a un vide juridique au Japon. Donc effectivement, tout ça a créé les conditions d'un trafic. Par ailleurs, le Mainichi Shimbun évoque le business de la pauvreté qui se joue autour de ce trafic, parce que les mères porteuses, les gestatrices, à qui on implante des embryons issus de FIV, elles, en général, sont, d'après le journal japonais, sont des femmes célibataires, souvent surendettées, qui n'ont pas de travail, et donc qui sont dans une grande précarité financière et sociale. Et tout ce trafic est organisé par la mafia, par des yakuza, donc c'est les mafieux japonais, qui jouent les intermédiaires entre les parents d'intention, que le journal appelle des clients, et les femmes qui vont louer leur ventre. Forcément, c'est un peu tout ça clandestin, c'est forcément un petit peu compliqué. Cela dit, le phénomène est relativement récent, ça fait seulement quelques années. Pourquoi c'est aussi récent alors qu'en plus, il y a beaucoup de femmes mères porteuses en Inde ou aux États-Unis et que là, il y a la possibilité, plus simplement, entre guillemets, pour ces riches Chinois de devenir parents? Alors, les situations sont très complexes sur la GPA parce qu'il y a à chaque fois un cadre national.
Aux États-Unis, la GPA est légale. En Inde, elle est légale dans certaines conditions, mais elle n'est pas forcément autorisée dans les pays des parents d'intention. Donc ça pose d'autres problèmes. Et alors, dans le cas des Chinois qui vont au Japon, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a ce vide juridique au Japon et cette interdiction en Chine. Ce qui fait que les droits des enfants ne sont pas bien respectés, pas assurés en tout cas. Alors, c'est un phénomène récent. Pourquoi ? Il y a deux raisons. La première, c'est que la Chine a d'abord assoupli le régime de l'enfant unique. Alors, si un des deux conjoints dans un couple était lui-même enfant unique, le couple pouvait avoir un deuxième enfant. Donc ça, c'était en 2013. Donc, grosso modo, à partir de ce moment-là, il y a 3-4 ans, beaucoup de Chinois, souvent proches des autorités, souvent riches, souvent aisés, allaient se faire faire un enfant par GPA au Japon, ou allaient faire faire un enfant par GPA au Japon. Et puis, en janvier dernier, le gouvernement chinois a mis fin à la politique de l'enfant unique et a autorisé pour tout le monde. Donc là, on imagine que ça a été encore un accélérateur. Donc ça, c'est la première raison, l'assouplissement de la législation sur la procréation en Chine. Et puis, il y a une autre raison, c'est qu'il y a beaucoup de Chinois qui se disent, si ça tourne mal pour nous, ou si on a envie, si on a besoin, ce serait bien de pouvoir aller s'installer au Japon. S'installer ou ouvrir un compte en banque, ou en tout cas avoir un pied au Japon. Et une façon de le faire, une façon de le faire relativement simplement, c'est si on a un proche qui est japonais. Quoi de plus proche qu'un enfant ? Et les enfants issus de la GPA, portés par des femmes résidentes au Japon, sont inscrits automatiquement à l'état civil japonais et ont la nationalité japonaise. Voilà les deux grandes raisons. Effectivement, c'est une question complexe, donc un reportage à retrouver dans Courrier International. Merci Ingrid. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à suivre Actuel sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour une prochaine édition.